Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 30 septembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Data online et offline, un mariage heureux à lire sur e-marketing.fr. Quel rapport les Français entretiennent-ils avec les commerces physiques à lire sur fashionunited.fr. La mairie de Paris attaque plus d'une quarantaine de dark stores en justice à lire sur e-commercemag.fr. Amazon a réalisé 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2021, à lire sur le JDN. Et enfin, Nike rattrapé par les aléas logistiques qui gonflent ses stocks, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, 2 petits messages. Le premier avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteur de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors vous êtes intéressé, contactez-moi. Second message, il porte sur l'interview de la semaine, celle de Ralph Monsour, le cofondateur de Le Closet. Cette plateforme permet aux femmes de louer leur garde-robe pour un abonnement mensuel. Avec mon invité, nous débattons de l'économie de l'usage versus celle de la possession, une conversation tout à fait passionnante. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, avec la revue de presse, évidemment, toujours sans coupure. Data online et offline, un mariage heureux à lire sur e-marketing.fr en date du 28 septembre. Réconcilier la data on et off permet d'optimiser les ciblages et de proposer davantage de personnalisation tout en affinant les mesures de ces campagnes, explique Constance Baudin, partenaire 79, agence conseil média, data marketing et adtech. Chacun le sait, la gestion média d'un client brick and mortar ne peut être identique à celle d'un pure player. La raison se fait relativement simple, réconcilier la data on et off fait alors figure d'enjeu majeur afin d'avoir une vision précise sur la qualité des campagnes digitales. En effet, optimiser un volume de leads conséquent s'apparente à une étape cruciale. Pour autant, si vous n'avez pas la capacité d'identifier vos propres clients ou prospects, pour mieux les adresser, le parfum n'en est qu'altéré. Pour mesurer plus efficacement la qualité de vos activations, il convient alors d'assurer une connexion entre vos données offline issues de votre base CRM et à votre écosystème digital, notamment votre suite Analytics. Votre enseigne possède des points de vente et un site internet ou une application. Cet article est fait pour vous. Vous l'aurez compris, cette opération au pilotage complexe permet d'interconnecter les données offline issues d'une base CRM à un stack digital afin d'automatiser la consolidation des données pour optimiser la performance de vos actions marketing. Pour ce faire, vous devrez faire appel au savoir-faire de data engineers, de data scientists, d'experts search, d'experts social et d'un chef de projet pour coordonner l'ensemble avec une vision stratégique. Concrètement, l'amélioration de l'efficacité de mesure et de qualification de vos leads sera fidèle au rendez-vous, tout comme l'évaluation objective de vos stratégies médias. En parallèle, l'enregistrement des algorithmes de bidding avec de la data de transactions réelles assurera également une bien meilleure qualification de vos leads. Enfin, un point non sans importance, voire essentiel, travailler avec efficience les audiences pour les exploiter dans la mise en place de scénarios PRM, CRM devient alors plus pertinent. Ces 3 points mentionnés donnent ainsi l'assurance d'opérer des dispositifs médias performants. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin dans notre quête de ROI et penchons-nous sur les actions concrètes afin d'avancer à pas de géant, de la connaissance des leads à la performance. Tout ce que nous venons d'énoncer précédemment n'aura de sens que si vous assurez l'envoi automatisé de vos conversions offline depuis votre plateforme CRM vers les plateformes médias et ad-centriques pour aiguiser la mesure de vos performances et nourrir des algorithmes de bidding. Il conviendra également de créer des segments de clients et prospects à partir des données disponibles dans votre base CRM et de les intégrer comme audience dans les plateformes médias telles que Google Ads ou Facebook.
Vous pourrez alors identifier de multiples conversions offline et valoriser comme vos prospects, vos clients ou encore diverses audiences à adresser via des points de contact online. En définitive, exploiter tout le potentiel d'une base CRM et réconcilier la data on et off permet d'optimiser les ciblages, de proposer davantage de personnalisation tout en affinant les mesures de vos campagnes. Ces données nourrissent les outils de pilotage ou d'activation des campagnes pour gagner en efficacité et tirer le meilleur parti de vos investissements publicitaires en excluant les contacts sans valeur ajoutée. Une vision éclairée des parcours clients doublée de données parfaitement structurées donne ainsi l'assurance de la pertinence de vos communications auprès de vos prospects et clients, tout en garantissant une meilleure maîtrise et compréhension de vos activations marketing. Si la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses, selon Platon, de toute évidence, la connaissance de vos leads conduit au succès et à la performance de vos campagnes. Quel rapport les Français entretiennent-ils avec les commerces physiques? À lire sur fashionunited.fr en date du 26 septembre. Une enquête réalisée par Opinionway révèle que les moins de 35 ans plébiscitent davantage les commerces physiques que leurs aînés, tout en pointant des évolutions porteuses sur les centres commerciaux. Pas besoin d'études pour constater que les Français, et ce phénomène n'est pas lié à l'Hexagone, se sont massivement réjouis de pouvoir retrouver les joies du shopping dans leur commerce favori après la pandémie de Covid-19. Pourtant, l'enquête réalisée en partenariat avec Opinionway pour la Fédération des acteurs du commerce et quant à Flow, qui est une solution de comptage, de certification et d'analyse de flux de consommateurs dans l'optique de valoriser les espaces dédiés à la vente, est riche d'enseignements parfois inattendus. Si sans surprise on constate que 71% des répondants ont été satisfaits de pouvoir fréquenter à nouveau leur commerce et leurs centres commerciaux, il n'est pas indifférent d'observer que ce pourcentage est sensiblement plus élevé chez les moins de 35 ans. Les franciliens s'affirment également plus nombreux que la moyenne, 77%, à avoir apprécié la réouverture des centres commerciaux. Cette appétence pour le commerce physique se maintient depuis le dernier confinement à un niveau élevé. Les résultats font également ressortir la très grande diversité des commerces fréquentés par les Français, les hyper et supermarchés bien sûr pour 96% d'entre eux, les centres commerciaux pour 90% d'entre eux, des répondants, suivis des magasins en centre-ville, des magasins en périphérie et des outlets ou villages de marque. Les 18-24 ans, eux aussi, plébiscitent le commerce physique. Autre enseignement intéressant, 75% des répondants cherchent à privilégier les achats en magasin plutôt que sur Internet. Pour 80% d'entre eux, le commerce physique apporte plus de sécurité en termes de paiement, de livraison, ou pour 71% d'entre eux, de traçabilité des produits. Contrairement aux idées reçues, les 18-24 ans s'avèrent aussi nombreux que les autres tranches d'âge à privilégier le commerce physique. Et la conviction que leurs achats seront plus sécurisés s'élève chez eux à 85%. Autre point fort des commerces physiques, leur utilité perçue sur le plan socio-économique. Ils sont identifiés comme permettant de créer plus d'emplois en région que le commerce en ligne, mais aussi en offrant de meilleures conditions de travail. Enfin, 74% des Français estiment leur impact environnemental moins lourd que celui du commerce en ligne. Ainsi, si les Français continuent à acheter autant online, c'est essentiellement pour des raisons pratiques, manque d'alternatives, contraintes de temps, de transport. L'étude suggère que les centres commerciaux dans cette équation bénéficient d'une marge de progression conséquente de leur fréquentation. Comment? En faisant le choix de diversifier leur offre avec de nouveaux services. 63% des répondants indiquent en effet qu'ils fréquenteraient davantage les centres commerciaux s'ils y trouvaient plus d'offres pour se restaurer, 59% pour boire un verre. Les activités culturelles, ludiques ou sportives sont également évoquées. Les franciliens en particulier se montrent particulièrement intéressés par davantage d'activités culturelles et sportives. Enfin, la possibilité de télétravailler depuis un espace de coworking au sein d'un centre commercial inciterait 40% des actifs et étudiants à s'y rendre davantage. Ce sondage montre que les centres commerciaux sont des lieux de convivialité et de sociabilité pour les Français, et en particulier les moins de 24 ans, indique Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce. Alors que l'isolement des jeunes constitue un problème de plus en plus préoccupant de notre société,
79% des moins de 24 ans y croisent occasionnellement des connaissances, 70% y retrouvent des amis et 50% y font de nouvelles rencontres. C'est sans doute toutes ces qualités que 2/3 des moins de 35 ans se déclarent attachés à un ou plusieurs centres commerciaux, un chiffre élevé et prometteur pour le futur. Quant aux plus de 65 ans, ils sont 68% à déclarer échanger avec les commerçants ou 38% à discuter avec des inconnus. Je suis convaincu que si nos sites sont appelés à jouer un rôle croissant dans la sociabilité des seniors. Nos data confirment que les centres commerciaux qui enregistrent une hausse de leur fréquentation sont clairement ceux qui ont été rénovés, nous indique de son côté Thierry Eudes, directeur général de Quantaflow. En effet, l'intégralité des sites qui sont en progression a procédé à une extension ou à une importante recommercialisation. On constate également que ceux qui disposent d'une offre de restauration et de cinéma enregistrent des flux supérieurs à 5 points par rapport aux autres. Une appétence pour les nouveaux usages que reconnaît bien volontiers Christophe Noël. Pour pouvoir opérer ces mutations, en particulier dans les sites plus traditionnels que sont les galeries d'hypermarchés en périphérie, il est indispensable que la puissance publique favorise à nouveau le redéveloppement des projets dont le commerce n'est qu'une composante désormais. La plupart des concitoyens estiment que les commerces physiques sont essentiels à la vie en société ou pour la lutte contre la diversification des territoires ou encore pour les personnes âgées, c'est-à-dire comme ces commerces sont importants dans la vie d'une immense majorité des Français. Ils se rendent compte également aujourd'hui de l'importance de nos sites en matière d'emploi, direct et indirect, et plus globalement d'attractivité locale. Nous avons un rôle croissant à jouer dans les réflexions autour des projets de développement urbain à travers tout le territoire. La maire de Paris attaque plus d'une quarantaine de dark stores en justice, à lire sur e-commercemag.fr en date du 29 septembre. Depuis l'été 2021, les dark stores s'installent massivement dans les métropoles françaises, dont Paris. Percevant ces dark stores comme des menaces à la dynamique de la ville, la municipalité de Paris déploie un arsenal juridique pour lutter contre leur prolifération. La mairie de Paris, représentée par Emmanuel Grégoire, premier adjoint en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements, a organisé ce mercredi 28 septembre une conférence de presse afin de faire le point sur le développement du quick commerce dans la capitale et des premières amendes administratives appliquées. Un bras de fer est engagé entre les dark stores et la municipalité parisienne depuis le début de l'année 2021 et la présence de quelques 150 entrepôts de ce type dans la capitale. Le quick commerce permet une livraison ultra rapide, entre 10 et 15 minutes, de produits alimentaires et s'appuie sur des entrepôts, dark store, situés en centre-ville, ce qui ne répond pas, selon la mairie de Paris, au plan d'urbanisme en place. Procédure contre Flink, Zap et GoPuff, dialogue compliqué avec Gorillaz. Sur les 150 dark stores, tous ou presque ont été ouverts de façon illégale, estime Emmanuel Grégoire. La ville a engagé 47 procédures, 24 sont toujours en cours. Après constatation d'une infraction au code de l'urbanisme, le tribunal judiciaire est saisi et peut prononcer une sanction financière. Avec près d'une cinquantaine de procédures, plusieurs dark stores ont d'ores et déjà fermé, 4 de l'enseigne Zap et 4 autres appartenant à GoPuff. 6 dark stores GoPuff font l'objet d'infractions et leur devenir dépend des décisions de justice. Mercredi 28 septembre, 2 astreintes établies par la direction de l'urbanisme à destination de Flink ont été envoyées. Elles font suite aux procès-verbaux d'infraction datés du 15 mars 2022. La société Flink est mise en cause pour non-déclaration de changement de destination en l'absence d'autorisation administrative sur un changement de destination d'un local commercial en entrepôt. Elle est priée de régler une astreinte de 200 € par jour après réception du courrier pour chacun de ces dark stores mis en cause. Le montant de l'astreinte étant calculé suivant la superficie du local, ce dernier reste plafonné à 500 € par jour pour un total de 25 000 € maximum. Hormis le recours en justice, les discussions avec Gorillaz et Flink sont très compliquées, regrette l'adjoint à la mairie. Une vingtaine d'enseignes ayant fermé sous les effets du marché, faillite ou rachat, explique Grégoire Emmanuel. D'autres ont fermé suite à la non-régulation de ce type d'activité par Bercy, discutée en août dernier. Les dark stores, source de nuisances pour les riverains.
Du point de vue de la municipalité, les dark stores, qu'ils possèdent ou non un point de collecte, sont des entrepôts qui ne peuvent pas être installés au sein d'un immeuble d'habitation. Le plan local d'urbanisme ajoute qu'un commerce, pour être considéré comme tel, doit consacrer au minimum 2/3 de l'espace en libre accès aux clients. Seul le dernier tiers peut être dédié à la logistique. De fait, l'activité des dark stores est souvent non conforme au PLU de Paris. La municipalité ne les considère donc pas comme des commerces, mais plutôt comme des entrepôts de logistique urbaine. Or, certains dark stores installés le sont de manière légale et respectent le plan d'urbanisme, le changement de destination ayant été fait de façon antérieure au PLU, avant 2006. Il n'échappe pas pour autant aux reproches des riverains, regrettant les flux continuels de personnes et de livraisons sur les plages horaires très larges. Nous nous faisons houspiller par nos concitoyens, gênés par la nuisance créée par les dark stores, explique le premier adjoint à la mairie de Paris. Des divisions divergentes du commerce en ville. À côté de cela, pour la mairie de Paris, le quick commerce ne permettrait pas toujours d'allier les avantages des services ultra performants avec la préservation de l'écosystème urbain. Plus encore, cette pratique pourrait entraîner la dévitalisation des villes. Ce modèle ne correspond pas à la vision que nous nous faisons de la ville. Nous souhaitons préserver un centre-ville dynamique, actif, avec des commerces physiques qui favorisent le lien social, pointe Emmanuel Grégoire. Les villes n'ont pas vocation à se remplir de points de collecte, même si cette pratique peut avoir des vertus. En ce qui concerne les dark stores, ne respectant pas le PLU, la démarche de la start-up française, la Belle Vie, est saluée par l'adjoint. Le primeur qui développe sa gamme bio a su recevoir la main tendue par la ville il y a un an. Le groupe a décidé d'installer ses entrepôts dans les locaux dédiés à cet usage. Il existe plein d'espaces pour faire de la logistique urbaine à Paris. Nous comptons énormément de sous-sols disponibles, conclut Emmanuel Grégoire. Alors pour une fois, je vais faire un commentaire personnel. Je trouve bien dommage que la mairie de Paris, à aucun moment, n'ait considéré le point de vue des consommateurs, mais uniquement son point de vue à elle de politicien. Parenthèse fermée. Amazon a réalisé 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2021, à lire sur le JDN en date du 28 septembre. En croissance de 23% dans l'Hexagone, l'entreprise américaine réalise 55% de son activité sur sa marketplace et compte 18 500 salariés dans l'Hexagone. Historiquement très discret sur le sujet, Amazon lève le voile sur son activité en France. Le chiffre d'affaires d'Amazon en France a progressé de 1,7 milliard d'euros en un an pour se hisser à 9 milliards d'euros en 2021 contre 7,3 en 2020. Ce chiffre concerne l'ensemble des activités d'Amazon en France, que ce soit le retail, la commission de son équipe Marketplace, son service AWS ou ses équipes Advertising. En comparaison, en 2021, le chiffre d'affaires d'Amazon au Royaume-Uni était de 23,19 milliards de livres sterling, soit plus de 27 milliards d'euros. La France fait partie des 5 marchés les plus importants pour Amazon dans le monde. Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, explique que l'entreprise a connu un ralentissement au début de 2022, mais depuis le deuxième trimestre, nous sommes en croissance par rapport à 2021. Souvent critiqué sur le sujet, Amazon insiste sur sa contribution au service public en France. L'entreprise de Seattle annonce une contribution fiscale directe de 470 millions d'euros en 2021 contre 310 l'année d'avant et une contribution totale en prenant en compte les contributions prélevées auprès des marchands tiers dont la TVA notamment de 1 milliard d'euros, contre 600 millions en 2020. Notre contribution au financement des services publics français et nous sommes heureux de le faire. Si Amazon est né aux États-Unis, Amazon France se considère comme une entreprise française, ajoute Frédéric Duval. C'est la face visible de l'iceberg. Amazon France annonce employer 18 500 personnes en CDI en France d'ici la fin 2022 et créer 3 000 emplois en CDI en 2022. La firme compte ainsi 13 000 entreprises françaises parmi les vendeurs tiers officiant sur sa marketplace. Ces vendeurs tiers génèrent, eux, 35 000 emplois en France. L'entreprise a investi 16 milliards d'euros dans ses activités en France entre 2010 et 2021.
L'accent mis sur les vendeurs tiers. Plus de la moitié des produits vendus sur la plateforme proviennent de vendeurs tiers et ils gagnent en trafic, assure le directeur général France. En 2003, 3% du volume de l'activité du site français d'Amazon.com venait de la marketplace contre plus de 55% cette année. En 2021, les entreprises françaises présentes sur Amazon ont exporté pour 600 millions d'euros à l'étranger, soit 40% de plus qu'en 2020. Chaque minute en France, ce sont 150 produits qui sont vendus sur notre marketplace, commente Patrick Labarre, directeur de la marketplace en France. En 2021, nous avons investi 3,4 milliards d'euros en Europe pour son développement et nous souhaitons mettre en avant des produits locaux et lever les barrières pour leur exportation en Europe avec l'aide de nos équipes qui sont à disposition des vendeurs tiers. Les catégories de produits les plus plébiscités sur Amazon sont dans l'ordre la maison, la santé et le bien-être, la beauté, le jouet, enfin l'épicerie. L'augmentation du prix de livraison des livres ne passe pas. Mi-septembre 2022, le ministère de la Culture a indiqué suivre la proposition de l'ARCEP de facturer l'expédition d'un livre 3 € jusqu'à 35 € d'achat, puis 1 centime une fois la barre des 35 € d'achat dépassée. Une mesure qui ne passe pas chez Amazon France. Expédier un livre à Biarritz va coûter plus cher que d'expédier un livre à Londres ou à New York, assène le directeur général d'Amazon France. Le livre reste significatif aux yeux d'Amazon car c'est notre marché historique et il nous tient à cœur. Nous pouvions diffuser la culture française partout sur le territoire pour un prix fixe et cela ne sera plus le cas. Amazon France indique que cette mesure va peser sur la population rurale. La conséquence va être l'augmentation du prix du livre dans certains endroits où il n'y a pas de réseau physique, pointe Frédéric Duval. En France, il n'y a que 3500 librairies, dont 22% sont à Paris. On estime que ce sont là les 44 à 46% des acheteurs en zone rurale qui vont être les plus concernés par cette mesure. Chacun en France doit avoir accès à la culture et ça ne sera pas le cas au même prix, conclut-il. Nike, rattrapé par les aléas logistiques qui gonflent ses stocks, à lire sur fashionunited.fr en date du 30 septembre. La demande pour les chaussures et vêtements de sport de Nike, les baskets Jordan et les Converse reste solide, mais les profits de la maison mère sont érodés par les grosses remises destinées à écouler ces stocks gonflés par des aléas logistiques et la hausse du dollar. Dans un marché très nerveux, l'action du groupe a lâché plus de 10% après la publication de ses résultats trimestriels jeudi soir. Le chiffre d'affaires de Nike est pourtant reparti à la hausse, augmentant de 4% de juin à août, période correspondant à son premier trimestre comptable pour atteindre 12,7 milliards de dollars. Il a augmenté dans toutes les catégories, sauf dans la zone regroupant la Chine continentale, Hong Kong, Macao, Taïwan, soumis à des confinements stricts à cause du Covid-19 pendant la période. Si les effets de change n'étaient pas pris en compte, les ventes totales seraient en hausse de 10%. Mais le bénéfice net du groupe a de son côté reculé de 22% à 1,5 milliard de dollars. La marge brute du groupe pâtit notamment des dépenses de fret et logistique élevées, a expliqué Nike. L'entreprise a parallèlement dû proposer de grosses réductions sur les prix de certains produits qu'elle vend directement dans ses magasins ou en ligne. Pas de ralentissement de la demande. Nike a en effet vu ses inventaires bondir au total de 44% par rapport à la même période en 2021, en raison surtout d'un important nombre de cargaisons actuellement en transit, a expliqué le directeur financier Matt Friend lors d'une conférence téléphonique. L'an dernier, à la même époque, plusieurs usines au Vietnam et en Indonésie avaient dû fermer à cause de pics de Covid, y suspendant la production et donc les exportations. De nombreux distributeurs ont ainsi décidé cette année de passer plus tôt qu'habituellement les commandes pour les fêtes de fin d'année, tandis que les temps de livraison sont plus imprévisibles. Or, le groupe veut s'assurer d'avoir dans les rayons les dernières nouveautés et procède pour ce faire à de grosses démarques pour écouler les stocks en place. Une stratégie accentuée par la nécessité de s'aligner avec les promotions effectuées actuellement par d'autres grands groupes vendant des vêtements. Autre source de pression, la forte montée du dollar ces derniers mois qui abaisse la valeur des ventes effectuées dans d'autres monnaies. Le groupe s'attend à ce que sur l'ensemble de l'année, les effets de taux de change affectent son chiffre d'affaires à hauteur de 4 milliards de dollars. Évoquant les mois à venir, nous n'avons pas encore vu de ralentissement de la demande, a répété le directeur général John Donahoe.
lors d'une conférence téléphonique. Ceci dit, nous n'avons pas de boule de cristal sur les facteurs externes, qu'il s'agisse du marché des devises, de l'inflation, de l'impact des prix de l'énergie sur les dépenses des consommateurs, a-t-il ajouté. Pour Neil Saunders, spécialiste du secteur de la distribution pour Global Data, bien qu'elle ne soit pas à l'abri de défis économiques, l'entreprise prouve qu'elle peut gérer avec succès les changements de la demande. Cependant, le prix de son agilité se fait au détriment du profit, ajoute-t-il dans une note. Le groupe va continuer à faire face, dans les prochains mois, aux éléments pesant sur ses marges. La question désormais est de savoir si les consommateurs vont maintenir leurs dépenses, en particulier en Amérique du Nord, estime M. Saunders. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.